Je m'appelle Valérie Masumbuko. Je suis originaire du Burundi, du Rwanda, et je suis de nationalité belge, mais je suis arrivée ici du Canada où je faisais mon doctorat. Ma carrière d'écrivaine est pas très longue si on considère les romans ou les biographies, mais il faut dire que j'ai d'abord écrit autre chose, des articles, d'autres documents d'éducation avant. C'est quand j'ai commencé mes études doctorales que j'ai pensé écrire sur les femmes et les perspectives des femmes. Donc je viens de produire mon premier livre, mais j'envisage en écrire d'autres parce que mon rôle de féministe ne va pas s'arrêter juste à la formation, mais aussi à archiver les histoires des femmes dans la textualité mondiale. Il y a plusieurs circonstances. D'abord, il y avait d'abord cette idée qui m'habitait depuis longtemps de vouloir écrire sur les femmes. Pourquoi? Parce que dans l'histoire officielle, les femmes sont écartées. Malgré leur contribution, elles sont toujours écartées de l'histoire officielle. Et moi, je pensais que, au regard de ce que j'ai rencontré sur le terrain, parce que j'ai travaillé dans plusieurs pays, les femmes ont quelque chose à nous dire. Elles ont des leçons à nous donner. Donc moi, je m'étais positionnée comme une des personnes, parce que je ne peux pas avoir la prétention non plus d'écrire toutes les histoires des femmes, mais de contribuer un tout petit peu à faire connaître les histoires des femmes et leurs perspectives. Quand je m'apprêtais justement à commencer cette tâche que je m'étais donnée, et les circonstances ont fait que j'ai rencontré Madame Telly par, comme je viens de le dire, une sorte de destin ou pour les croyants la croyante que je suis, rendez-vous divin. On m'a invité pour aller donner un prix à Madame Telly. Et c'est au cours de cette rencontre qu'il s'est scellé quelque chose entre nous deux femmes de deux pays différents, de religions différentes, d'âges différents, générations différentes. Et elle m'a demandé d'écrire son histoire et j'ai accepté parce que elle m'avait parlé, son histoire m'avait parlé. Et ensuite, moi, au cours de ma vie, j'avais appris sur M. Telly. J'avais même lu sur Sékou Touré parce qu'on aimait en parler sur RFI, Mémoire d'un continent. Mais je n'avais jamais entendu parler de sa femme. Et ça m'a encore renforcé dans l'idée que les femmes sont écartées de l'histoire officielle. J'ai vérifié et j'ai vu qu'il y avait au moins 7 livres écrits sur M. Telly. Ce qui est bien, c'est un devoir de mémoire. Mais je trouvais que ce devoir de mémoire était incomplet et était à moitié fait, parce que l'histoire de sa femme n'était pas connue. La troisième chose, c'est que j'estime qu'elle a plus d'histoires à raconter. Telly n'a pas pu nous raconter, par exemple, la fin de sa vie. Et sa femme connaît cette fin. Ceux qui l'ont raconté ont raconté les choses officielles. Mais il y a des coulisses. Il y a les coulisses de l'OIA, il y a les coulisses des Nations Unies, de l'AOF. Et puis il y a la vie après Telly, qui est quand même de 40 ans. Donc elle a une histoire beaucoup plus longue. Elle a donc des choses à nous dire. Et la dernière chose, c'est que moi qui ne connaissais pas la Guinée, je voulais écrire une belle histoire malgré le fait que son histoire est douloureuse. C'est quand elle s'est adressée à l'Assemblée, quand elle a dit « Si mon mari est mort, c'était son destin. Je voudrais qu'on le prenne ainsi. » Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est parce que les Guinéens ne sont pas unis. Il y a des ethnies en Guinée, mais il n'y a pas de nation guinéenne. Aidez-nous à la construire. À ce moment, je savais que j'allais dire oui parce que c'est des mots qui m'ont parlé, moi-même venant du Burundi. C'est une histoire belle que je voulais écrire, même s'il y avait des épisodes douloureux. Voilà donc les quelques raisons qui m'ont poussée. Et à part la curiosité, il y avait toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je regarde en arrière et je me dis, j'ai bien fait de décider d'accepter d'écrire cette histoire. L'idée d'écrire a commencé à la fin de ma dernière mission qui était le Sud-Soudan et où j'ai travaillé avec les femmes. J'ai travaillé avec les femmes les 10 dernières années en Afrique et en Europe aussi et aujourd'hui au Canada.
Et je constate que les femmes ont beaucoup de choses à dire, mais que personne ne se soucie à écrire leurs histoires. Et voilà, donc, mais j'ai beaucoup d'autres projets. J'ai un livre qui vient à l'automne, comme je vous ai dit, Inch'Allah, et d'autres projets. Mais aussi, je vais encourager et les hommes et les femmes à écrire sur les femmes, surtout femmes africaines, et à célébrer nos héroïnes. Parce que nos enfants n'ont pas à aller célébrer seulement Jeanne d'Arc, je ne sais pas moi, Madame Macron ou autre. Elles ont des héroïnes ici qu'elles peuvent célébrer. Mais c'est à nous de les visibiliser pour les jeunes générations. Le titre de ce livre, justement, c'est un titre auquel tout le monde, auquel personne ne s'attendait, parce que j'ai appelé le livre Adja Kadiatou Diallo Telli, un destin de chef, alors que tout le monde s'attendait peut-être à ce que je parle des malheurs de Adja Kadiatou Diallo Telli. Pourquoi? Parce que je pense, je suis afro-optimiste. Je pense que quelle que soit l'histoire que l'Afrique a vécue, l'avenir sera meilleur et que c'est à nous de travailler sur cet avenir. Et je pense que dans le cas de Madame Telli, les mots qu'elle avait prononcés ne me permettaient pas d'aller chercher un titre qui souligne le malheur ou souligne les atrocités, mais un titre qui donne l'espoir. Pourquoi chef? Parce que dans sa vie, dès son jeune âge, les gens avaient pressenti que c'était une chef. Et sa grand-mère le lui disait tout le temps. Ça a été confirmé par plusieurs personnes auxquelles j'ai parlé, qui m'ont dit que même si Telli portait le titre, le socle de ses chefferies, c'était Madame Telli. Donc pour moi, elle avait un destin de chef, que ce soit au sommet de sa gloire, à l'ONU, à l'OIA, mais aussi dans l'abîme de sa détresse. Quand elle a perdu son mari, quand elle a élevé ses enfants, l'exil, on a toujours vu une femme qui avait des qualités de chef. Parce que pour moi, la chefferie, ce n'est pas un titre, c'est la prestance. Vous êtes chef, il est chef. Pourquoi? Parce qu'il a des qualités qui peuvent faire adhérer les autres à ses idéaux. Voilà, donc pour moi, c'est la prestance avant le titre. Donc c'est une chef parce qu'elle a su, une des qualités de chef en Afrique telles que les chercheurs l'ont découvert, c'est avoir la résilience devant le danger, être empathique, ce qu'elle est, et puis aussi faire confiance à toutes les catégories de la société. Et en parlant à Madame Telli, j'ai découvert toutes ces qualités, et les qualités d'ailleurs que les Karamoko de son village avaient découvert longtemps avant moi, et sa grand-mère aussi. D'abord de sa vie en tant qu'une des premières femmes intellectuelles. Elle a étudié dans la première école normale à Dakar. Elle fait partie des premières intellectuelles africaines. Et puis aussi comment elle a rencontré Telli, comment leurs histoires respectives ont changé, comment c'est un couple qui a été en avant de son temps. D'abord, ils se sont choisis dans un Fouta des années 50, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui n'arrivent pas à choisir leur partenaire. Les deux se sont choisis et ont imposé leur choix à leurs parents. Et il y a aussi les grands thèmes, la chefferie, le leadership, c'est quoi? Le leadership des femmes, c'est quoi? Il y a aussi la chefferie telle qu'elle est vécue dans un couple. Parce que moi, je me positionne en tant qu'afroféministe et je pense qu'il y a des valeurs que nous, les femmes africaines, quel que soit le féminisme que nous prenons, nous ne devrions pas oublier. C'est la famille, c'est la position de la femme dans le couple. Et Madame Telli a su vraiment en faire un beau portrait parce que c'est une femme qui a accepté de ne pas travailler alors qu'elle était intellectuelle. Et aussi Telli, pour moi, c'est le premier féministe parce qu'il a su valoriser les compétences et les connaissances de sa femme, mais aussi la rendre économiquement indépendante. C'est-à-dire qu'il lui a demandé de rester à la maison, mais en même temps,
Il lui a promis, et il l'a fait d'ailleurs, il lui a acheté une maison dont les revenus servaient à rendre sa femme économiquement indépendante parce que vous savez, quand on est femme ou homme d'ailleurs, on doit aider ses parents, etc. Donc on doit avoir une source de revenus. Et M. Telly l'a fait. Il y a le thème de, comme vous savez, elle a subi les atrocités suite à la mort de son mari. Il y a les thèmes de pardon, de réconciliation, de la justice réparatrice. Et ce qu'elle prône dans ce livre, c'est que ce dont la Guinée a besoin, ce n'est pas la rétribution, ce n'est pas déterrer le passé pour faire de la rétribution, non. Elle veut que les Guinéens puissent s'asseoir et discuter et parler du passé, l'enterrer une fois pour toutes et vivre ensemble, construire un vivre ensemble. Donc moi, ça, je trouve que c'est des thèmes qui parlent à la jeunesse et d'ailleurs, je me réjouis de voir que la jeunesse a compris que c'était un livre pour eux d'abord. Voilà donc les thèmes principaux. Il y a d'autres thèmes que j'exploite. Je parle de l'intuition parce qu'elle en avait à revendre. C'est une femme qui a pu savoir des années à l'avance que son mari sera tué. C'est une femme qui a dit à Malcolm X, l'activiste noir, lors de sa visite en Éthiopie au couple Telly, il lui a dit que ne rentrez pas, si vous rentrez, on va vous tuer. Et vous savez que Malcolm X a été assassiné. Elle l'avait prédit. Donc je parle aussi de l'intuition, une capacité que tout le monde a, mais qui est supprimée parce que nous sommes occupés à faire autre chose tout le temps. Voilà donc les thèmes principaux, les thèmes qui m'ont parlé, la chefferie, mais aussi qui me parlent aujourd'hui en tant que une personne qui a connu les conflits, mais aussi qui parle à beaucoup de jeunes. J'ai vu que les jeunes ont commencé à utiliser le livre pour commencer les discussions autour justement d'un vivre ensemble entre les Guinéens. Je suis ici en Guinée parce que j'ai été contractée pour venir faire un état des lieux par la Banque islamique, un état des lieux sur l'autonomisation des femmes. Donc j'ai pris des contacts avec un collègue au Premier ministère qui se charge des femmes. Et à partir de ça, je vais voir comment encourager un programme national pour une autonomisation complète des femmes. Pas juste des bribes qu'on met dans certains projets, mais pour les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, les femmes guinéennes sont très en avance dans ce qui concerne l'entrepreneuriat, le numérique, etc. Et il faut les encourager. J'ai vu aussi que la jeune génération de femmes a compris que le développement, c'est ici. Ils ne braquent plus leurs yeux sur l'Occident, mais sur la Guinée et les produits guinéens. Ils ont aussi compris que l'émergence d'un pays passe par l'industrie légère. Et toutes ces femmes-là, on doit les soutenir à travers des projets qui les accompagnent. Pas juste leur donner de la formation et les envoyer, mais les accompagner dans les chaînes de valeur, les accompagner à obtenir des fonds, à intéresser les bailleurs de fonds et les compagnies étrangères à acheter leurs produits parce que c'est des produits très très intéressants. Et que j'ai été alertée sur le problème des femmes fistuleuses, des femmes qui développent des fistules suite soit à l'excision, soit à l'accouchement, surtout les jeunes mamans dont les organes génitaux ne sont pas encore mieux pour porter des enfants. Donc là, on pense au mariage des enfants et tout. Donc ça produit ces fistules. Les fistules, ça veut dire qu'elles perdent leur pouvoir à contrôler l'évacuation des urines. Donc elles sont là, et stigmatisées, rejetées par la société, par leur mari. Donc je suis là, j'ai obtenu par la BID 150 000 $ et on a commencé un petit projet. Mais nous espérons qu'après ce projet, on peut faire un programme national et pourquoi pas un programme régional pour faire face à ce problème. Alors, il y a d'autres projets de cœur. Moi, je n'étais pas là pour les jeunes,
Mais les jeunes se sont forcés dans mon cercle de professionnel et j'ai été obligée de les prendre aussi. D'autant plus que mon collègue au ministère se charge des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes, des jeunes en général. Donc j'ai eu à traiter le cas de plusieurs groupes, peut-être 6, 7. Et j'ai eu la chance parce que en ce moment, c'est le moment. Il y a plusieurs projets d'agriculture, d'assainissement. Il y a presque 57 millions pour l'assainissement de Conakry. Il y a des jeunes qui travaillent, qui font du boulot, du bon boulot, sans rien. Donc si on leur donne de l'argent, ils peuvent faire plus. Donc je travaille avec eux, travaille avec ces projets pour essayer de connecter les deux et obtenir des fonds pour ces jeunes. Je l'ai fait pour un groupe de BOFA, pour l'agriculture, le groupe des parlements des jeunes. Et ce vendredi, on va à Kindia pour justement notre projet de horticulture et agriculture maraîchère. Mes ambitions. Waouh! Je ne sais pas quoi répondre parce que, vous savez, on a tendance à faire du travail. Et c'est quand on est encore au début de sa carrière qu'on se dit, après les études, ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais je pense que mes ambitions, au cours des ans, ont changé. Je vous ai dit tout à l'heure que quand je suis arrivée au doctorat, quand j'ai commencé mes études de doctorat, c'était d'abord pour pouvoir prendre tout ce que j'ai appris par les femmes sur le terrain et essayer de le textualiser pour que les autres puissent apprendre de ces femmes-là. Donc, mon ambition, c'est de pouvoir partager ce que je sais et ce que je sais faire et d'inspirer le maximum de femmes. Parce que si moi, j'ai pu le faire, et je pense qu'aujourd'hui, il y a le numérique que je n'avais pas quand j'étais peut-être en licence, quand je faisais mes études de licence. Et aujourd'hui, on a beaucoup de facilité et on peut vraiment maximiser ce qu'on fait en utilisant ces opportunités. Mes ambitions, pour y revenir, c'est de pouvoir aussi écrire le maximum d'histoires de femmes, des perspectives des femmes, mais surtout sur les rapports de pouvoir, ce qu'on peut faire pour réduire le rapport de pouvoir et permettre aux femmes à être autonomisées davantage pour le bien de nos communautés, pour le bien de nos hommes aussi. Parce que dans un couple, si une femme a des moyens, je suis sûre que l'homme aussi en profite. Je suis sûre que ses enfants en profitent. Notre ambition, c'est de pouvoir peut-être créer un centre d'excellence pour les femmes et où on peut apprendre le leadership, comprendre d'abord les problèmes qui ont créé des obstacles à l'autonomisation totale des femmes, comprendre l'importance de ne pas s'éloigner non plus de nos valeurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, moi qui vis en Occident, pas tout le temps, mais quand même, c'est que dans la recherche de ce leadership, dans la recherche de cette autonomisation, on peut perdre son esprit dans d'autres valeurs qui ne nous parlent pas. C'est-à-dire qu'on doit créer un équilibre et c'est ça que je veux. Je l'ai déjà commencé de façon individuelle dans des conférences, mais mon objectif c'est de pouvoir vraiment avoir un centre africain de préférence. C'est d'abord c'est de publier les 4 projets de documents que j'ai en pipeline, que j'ai en attente. Et je ne vais pas continuer à étudier parce que je pense que, comme le dit ma famille, je ne suis pas la seule qui est bête, qui a besoin d'être éduquée. Donc, je vais continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire de travailler pour l'autonomisation des femmes, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Parce que je suis aujourd'hui en Guinée, mais j'étais dans d'autres pays avant. Mais c'est vrai qu'avec la Guinée, il y a une histoire d'amour que moi-même, je n'arrive pas à cerner parce que par exemple, ne fût-ce que cette visite, j'ai été tellement accueillie que je vois la différence avec les autres pays. Je ne sais pas si ça tient à l'hospitalité des Guinéens ou pas,
Mais j'ai une belle histoire avec la Guinée. J'aimerais continuer, travailler un peu plus. Mais j'ai aussi d'autres projets dans d'autres pays. J'ai un projet en Guyane britannique, en Amérique latine, que j'ai commencé il y a une année sur la violence basée sur le genre et que je vais continuer et puis dans d'autres pays. Mais la Guinée reste sur mon cœur. Je trouve un peu prétentieux d'être devant une caméra et de donner des conseils. Je préfère plutôt m'adresser à toutes les femmes, surtout et les jeunes hommes aussi, à tous les Guinéens et les Guinéennes, à les exhorter à continuer de faire ce qu'ils font pour l'autonomisation des femmes et le bien-être des communautés guinéennes. Je voudrais encourager surtout et féliciter et exprimer mon admiration aux femmes agricultrices, paysannes, aux femmes qui sont sur les marchés, aux femmes qu'on rencontre sur les routes, sur les axes, qui vendent. Je voudrais inviter les femmes qui ont des moyens, les femmes qui ont étudié, de pouvoir connecter avec ces femmes-là pour pouvoir étudier davantage et nous ressourcer parce que c'est elles qui ont la connaissance, c'est elles qui ont la compétence, les visibiliser.